On a vu dans les capsules précédentes que la glycémie devait tourner toujours aux alentours d'un gramme par litre. Bien sûr, il y a des variations au cours de la journée en fonction de nos activités, hein, et que cette valeur d'un gramme par litre était importante, bien tout simplement pour qu'on reste, on va dire, en bonne santé. On a vu également dans la capsule précédente cette fois-ci qu'il y avait des organes dits effecteurs de la glycémie qui pouvaient soit mettre en réserve, soit libérer du glucose justement afin de pouvoir réguler la glycémie autour de cette valeur seuil d'un gramme par litre. Alors, ces organes effecteurs eh bien, vont travailler sous les ordres de molécules qu'on appelle des hormones, que on a vu déjà l'an passé, hein, quand on a étudié par exemple les cycles sexuels féminins. Alors, ces hormones qui régulent l'activité des cellules effectrices, bon, c'est un besoin parce que eh bien, au cours de la journée, on peut avoir des apports glucidiques importants, donc il faut être capable de soutirer du glucose, de retirer du glucose du milieu intérieur, c'est-à-dire du sang, afin de faire baisser la glycémie. On peut être dans une situation de jeûne ou dans un moment relativement assez éloigné des repas. Il faut malgré tout maintenir cette glycémie à 1 gramme par litre, donc ben, là c'est le contraire, il faut livrer du glucose au milieu intérieur. Donc il va bien falloir que ces organes en libèrent. Et donc finalement, ces organes, on voit, ils ont un peu une double facette, hein. Ils peuvent changer d'activité en fonction de la glycémie. Mettre en réserve du glucose sous forme par exemple de glycogène ou sous forme de triglycérides, quand par exemple la glycémie est élevée, ou alors libérer du glucose, ce qui est le cas du foie, hein. On l'avait vu, qui était véritablement le seul organe capable de libérer assez rapidement du glucose dans la circulation afin de relever la glycémie. Alors, il y a des molécules qui vont réguler l'activité de ces organes effecteurs, et ces molécules sont des hormones. Eh bien, donc on va voir que ces hormones donc, eh bien, sont produites par des cellules dites endocrines, qu'elles sont sécrétées dans le milieu intérieur, elles sont transportées par le sang jusqu'à des cellules cibles qui sont souvent assez éloignées du lieu de production, et que grâce à des récepteurs spécifiques auxquels les hormones se fixent, eh bien, les hormones vont pouvoir modifier l'activité des cellules cibles, et ces cellules cibles répondront en conséquence. Alors voyons maintenant quels sont les acteurs de ce qu'on va appeler la boucle de régulation de la glycémie. En gros, toute une suite d'étapes qui vont permettre à la glycémie de rester autour de cette valeur d'un gramme par litre. Alors, le point de départ va être justement une variation de la glycémie, donc le facteur qu'on va vouloir régler. On pourra s'éloigner de cette valeur seuil, donc soit s'en éloigner en diminuant, donc en étant en situation d'hypoglycémie, ou alors en étant en situation d'hyperglycémie. Il va falloir que cette variation soit détectée par un organe, et en l'occurrence ici, l'organe qui va être donc le capteur de cette variation va être le pancréas. Alors le pancréas va sécréter des hormones pancréatiques. Donc le pancréas, il faut savoir qu'il a une double fonction. Il a une fonction exocrine, c'est-à-dire il va produire et sécréter des enzymes qui vont constituer donc les enzymes pancréatiques, hein, du suc pancréatique. Par exemple ici, il y a des cellules glandulaires qui sont regroupées autour d'un canal collecteur, et ces canaux collecteurs vont fusionner pour déboucher dans l'intestin grêle et donc libérer les sucs digestifs. Mais ce qui nous intéresse nous dans le pancréas, c'est une autre partie qu'on va appeler endocrine, qui est composée en fait par des îlots de cellules qu'on appelle les îlots de Langerhans. Et ces ces cellules ne sont pas regroupées autour de canaux collecteurs, ce sont des cellules qui sont au contraire très vascularisées et qui vont pouvoir sécréter des hormones. Alors, dans ces îlots de Langerhans, on distingue les cellules dites bêta, qui sont plutôt au cœur de l'îlot de Langerhans, qui vont être responsables de la sécrétion de l'hormone insuline. En périphérie,
de l'îlot de Langerhans, on va avoir les cellules dites alpha qui vont être responsables de la sécrétion de l'hormone glucagon. Alors ces hormones, insuline et glucagon, vont avoir donc une action sur les cellules cibles, puisque les cellules cibles possèdent des récepteurs spécifiques aux hormones pancréatiques, à l'une ou à l'autre, ou aux deux. Alors, l'organe effecteur va modifier son activité en fonction de la concentration, enfin déjà de la nature de l'hormone qui va être réceptionnée et de la concentration de cette hormone. Alors l'insuline est une hormone qui est hypoglycémiante. Alors sa demi-vie est de 5 minutes. Quels sont les principaux rôles de l'insuline qui justifient son effet hypoglycémiant? Eh bien, elle va augmenter la perméabilité des cellules au glucose, notamment les adipocytes et les myocytes, c'est-à-dire les cellules musculaires, hein, en se fixant le glucose en se fixant sur un récepteur GLUT1, 2 ou 3. Alors il y a des cellules qui par contre vont avoir un autre type de récepteur et qui ne vont pas répondre particulièrement à la sécrétion d'insuline, puisque la perméabilité au glucose va être constante. C'est le cas des cellules qu'on dit glucodépendantes, comme les neurones par exemple, et les cellules hépatiques. Elles ont un autre type de récepteur qui est GLUT4. Et donc il faut savoir que ces cellules-là, finalement, ce sont les seules cellules qui seront capables de capter du glucose, même en absence d'insuline. Alors l'insuline va favoriser au niveau du foie et du muscle, forcément les hypoglycémiantes, donc la synthèse du glycogène, mise en réserve du glucose sous forme de glycogène, et puis elle va inhiber les enzymes qui vont être responsables bien sûr de la glycogénolyse, donc c'est le contraire, la dégradation du glycogène en glucose, et inhiber les enzymes de la néoglucogénèse également. Dernière action, tout au moins dans celle qu'on liste ici, l'insuline va au contraire stimuler les enzymes de la lipogénèse, notamment dans les cellules adipeuses, c'est-à-dire la formation de triglycérides à partir d'acides gras et de glycérol. Alors le glucagon, quant à lui, est une hormone qui est hyperglycémiante, une demi-vie de 3 à 5 minutes, sur les cellules hépatiques. Donc là, il faut produire, il faut libérer du glucose, donc il faut inhiber les enzymes de la glycogénogénèse, et au contraire, il faut stimuler, activer les enzymes de la glycogénolyse, donc le glycogène qui va être transformé en glucose puis se retrouver dans la circulation sanguine, stimuler aussi les enzymes de la néoglucogénèse. Alors sur les cellules adipeuses, le glucagon va stimuler les enzymes de la lipolyse, et par contre sur les cellules musculaires, il n'y a pas de récepteur au glucagon. Alors il faut savoir que dans le sang circule toujours de l'insuline et du glucagon, et c'est le rapport entre les deux qui va être important. S'il y a beaucoup plus d'insuline que de glucagon, c'est l'insuline qui prendra le dessus au niveau des effets, et vice-versa. Alors, la réponse des cellules effectrices permet le retour à une glycémie normale, ce qu'on appelle une normoglycémie. Donc, on a au final un système réglant qui est composé de capteurs, ici, donc les cellules alpha et les cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas, qui va détecter les écarts de la glycémie par rapport à cette valeur qui est la valeur de consigne. Ces cellules vont libérer des messagers, glucagon et ou insuline, et ces messagers vont agir à distance sur un autre élément du système réglant qui sont les cellules effectrices, qui vont permettre, en modifiant leur activité, soit de stocker ou de déstocker ou de consommer du glucose. Et en tout cas, suite à cette modification de leur activité, le système réglé, c'est-à-dire ici la glycémie, va retrouver une valeur normale. Donc on a donc système réglant et système réglé. Alors voyons ce qui se passe, puisqu'on résumait maintenant dans deux situations. On est dans le cas d'une hypoglycémie ou dans le cas d'une hyperglycémie. Donc on est par exemple, pour se rappeler ce qu'on faisait en seconde, donc dans le cas d'un effort physique.
Donc là, les cellules musculaires consomment énormément de glucose, donc on aura tendance à être en hypoglycémie. Cette hypoglycémie va être détectée par les cellules alpha des îlots de Langerhans et qui vont donc s'activer. Les cellules alpha vont sécréter un messager hormonal qui est le glucagon, et le glucagon va venir se fixer sur les récepteurs des cellules cibles où il va modifier leur activité. Alors, d'une manière générale, le glucagon, en se fixant sur le récepteur, va favoriser donc le déstockage du glycogène, donc c'est-à-dire la libération de glucose, et au contraire inhiber le stockage du glucose, afin de faire remonter donc la glycémie. Plus précisément, au niveau des cellules du foie, donc les hépatocytes, le glucagon, en se fixant donc sur des récepteurs spécifiques au niveau des cellules hépatiques, va stimuler en fait la glycogénolyse et favoriser la sortie de glucose. Au niveau des cellules musculaires, il n'y a pas de récepteur particulier au glucagon, donc il y a moins d'insuline. Et au niveau de la cellule musculaire, il existe des récepteurs qui sont très sensibles à l'insuline, enfin des canaux en fait à glucose. Et comme il y a très peu d'insuline, finalement il y aura moins de glucose qui va pouvoir pénétrer. C'est une façon de conserver du glucose, de limiter la baisse de la glycémie. Dans les cellules adipeuses, même chose, le glucose, il n'y a pas de récepteur donc, au glucagon, mais comme il y a moins d'insuline, les canaux ici au glucose qui sont insuline dépendants, fixent moins l'insuline et donc ils vont faire moins rentrer de glucose, ce qui permettra d'éviter à la glycémie de descendre trop bas. Donc au final, l'action du glucagon, surtout sur son action au niveau du foie, va avoir un effet qui est hyperglycémiant et qui va permettre un retour à une glycémie normale ou normoglycémie. Voyons ce qui se passe maintenant dans le cas d'une hyperglycémie. Donc par exemple, quand on est par exemple proche d'un repas, enfin quand on vient de manger par exemple, la glycémie a tendance à s'élever. Donc cette augmentation de la glycémie, donc hyperglycémie, est détectée cette fois-ci par les cellules bêta des îlots de Langerhans qui vont donc sécréter une hormone, l'insuline. L'insuline va pouvoir se fixer sur des récepteurs spécifiques. En se fixant sur les récepteurs spécifiques, l'action générale de l'insuline, on l'a vu, c'est de favoriser le stockage du glucose, donc de prélever du glucose sanguin et de le stocker. Et même chose au niveau d'autres cellules cibles, on va voir lesquelles, de stocker ou de consommer le glucose. Alors plus précisément, au niveau donc, du foie, donc des hépatocytes, l'insuline qui est représentée ici en rouge, en se fixant donc sur les récepteurs du foie, va stimuler la glycogénogénèse, c'est-à-dire la polymérisation du glucose en glycogène. Au niveau donc des cellules musculaires, l'insuline en se fixant sur son récepteur va stimuler donc l'absorption donc du glucose par les cellules musculaires et également favoriser la glycogénogénèse à partir du glucose. Au niveau des adipocytes, l'insuline va favoriser d'une manière générale la lipogénèse à partir du glucose sanguin. Donc finalement, on voit que dans les trois cas, dans le cas d'une hyperglycémie, hépatocytes, cellules musculaires et adipocytes prélèvent du glucose sanguin et en le mettant en réserve soit sous forme de glycogène ou sous forme de lipides, contribue à faire baisser donc la glycémie et permettre le retour à une normoglycémie.